I was the most likely to die for many years. Il est important de se souvenir de Keith Richards, un personnage du rock and roll qui est vénéré pour ses réalisations extraordinaires comme pour ses indulgences notoires. Ce qui est curieux, c'est que même si vous vous considérez comme un fervent adepte, vous ne devez pas présumer que vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Bien que Keith soit connu pour ses performances théâtrales explosives, sa vie continue d'être entourée de mystères et de secrets troublants. Pendant que vous vous efforcez de percer ces énigmes, prenez le temps de visionner cette vidéo dans laquelle nous vous expliquons tout. Il est temps de commencer. Il ne fait aucun doute que c'est le sujet qui intéressera le plus le public. La relation qui existait entre Richards et Pallenberg était de la plus haute qualité possible. Alors qu'ils vivaient ensemble dans un maelstrom d'excès, d'inventivité et de scandales, ils étaient la personnification du glamour et du défi du rock'n'roll. Ses 3 enfants, Marlon, Angela et Tara, sont nés à Londres, où le couple a fini par s'installer. Cependant, l'impact de Pallenberg sur les Rolling Stones s'est étendu bien au-delà de son rôle de compagne de Richard au sein du groupe tout au long de leur carrière. Elle a été une source d'inspiration, une collègue musicienne et un membre essentiel du cercle restreint du groupe. Son approche unique et son intelligence féroce ont laissé une marque indélébile sur le groupe, influençant non seulement leur style musical, mais aussi leur image et les cercles sociaux dans lesquels ils évoluaient. La participation de Pallenberg à l'enregistrement de Sympathy for the Devil, considérée comme l'une des chansons les plus caractéristiques des Rolling Stones, est considérée comme l'une des contributions les plus significatives qu'elle ait apportées au groupe. Sa voix, que l'on entend en arrière-plan, confère à la chanson un caractère sinistre, presque extraterrestre. Son effet ne s'est toutefois pas limité aux limites du studio d'enregistrement. La présence de Pallenberg était si essentielle que plusieurs personnes pensaient qu'elle était un membre du groupe au même titre que Richard ou Mick Jagger. Après avoir été l'assistant personnel du groupe de 1967 à 1973, Joe Bergman aurait fait la fameuse déclaration selon laquelle Anita est tout aussi membre des Rolling Stones que n'importe quel autre membre. Néanmoins, la relation entre Pallenberg et Richards était loin d'être parfaite. L'usage intensif de drogue et les excès typiques du style de vie rock'n'roll de l'époque sont 2 des caractéristiques déterminantes de la vie du couple. Pallenberg et Richard ont tous 2 souffert de leur dépendance à l'héroïne, qui les a entraînés dans une spirale descendante, aggravée par les exigences de la célébrité et le caractère chaotique de leur vie. Les tournées exigeantes de Richard, les exigences de leur famille grandissante et la pression de leur dépendance ont contribué à l'éloignement du couple qui a été causé par la tension de leur dépendance. Leur relation a atteint un point de désintégration en 1980, date à laquelle ils ont pris la décision de se séparer. Un tournant important dans la vie de Richards s'est produit en même temps que la fin de leur relation. Patty Hanson, un top modèle qui deviendra plus tard la seconde femme de Richard, a été présentée à Richards à peu près au moment où ils ont tous 2 décidé de mettre fin à leur mariage. Le nouveau chapitre de Richard, qui était nettement plus stable que celui qu'il avait passé avec Pallenberg, a commencé avec leur rencontre au célèbre Studio 54. Cette rencontre marque le début d'un nouveau chapitre pour Richard. La vie de Richard a manqué de sérénité et de stabilité pendant un certain nombre d'années, mais Hanson, connu pour sa beauté et son comportement terre-à-terre, a ramené ces choses dans sa vie. En 1983, ils se sont mariés et le fait qu'ils soient restés ensemble pendant près de 40 ans témoigne de l'intensité de leur relation amoureuse. Remontons maintenant le temps jusqu'aux premières années de Keith Richards et nous y trouverons beaucoup de choses intéressantes. Bien qu'il soit devenu l'une des personnalités les plus emblématiques de l'histoire du rock'n'roll, Keith Richards a vécu une enfance plutôt normale et honnête. Au début de sa carrière musicale, il participe à la chorale de l'église qu'il fréquente. Selon The Guardian, le petit Keith était membre de la chorale et jouait des parties de soprano. Très tôt, ses capacités ont été remarquées et il a joué dans des lieux célèbres tels que l'abbaye de Westminster, où il a même chanté pour la reine Élisabeth II. Cette période de sa vie se caractérise par un attachement strict à la discipline et à la structure de la musique chorale, ce qui contraste fortement avec le style de vie qu'il a adopté en tant que star du rock plus tard dans sa vie. Il est possible que l'expérience de chanter dans une chorale et de se produire devant la royauté lui ait inculqué un sentiment de précision et de respect des traditions musicales. Ce sont des qualités qui influenceront plus tard son travail de guitariste et son style musical. Au cours de ses années de formation, Richard a également été actif au sein des scouts, ce qui constitue une autre facette de sa vie précoce qui met en lumière ses années de formation. Au cours de sa carrière de scout, il est devenu chef d'une patrouille de castors. Grâce à sa participation aux scouts, il a acquis des connaissances et une expérience précieuse dans les domaines du leadership et du travail d'équipe qui se sont révélées cruciales dans ses activités professionnelles ultérieures.
Malgré cela, le temps qu'il a passé chez les scouts n'a pas été exempt de difficultés particulières. Le temps passé par Richard chez les scouts a pris fin à la suite d'une altercation qui a servi de précurseur à la nature provocatrice qui caractérisera plus tard son personnage de star du rock. La vie de Richard à ses débuts et sa carrière rock'n'roll plus tard sont très différentes l'une de l'autre, ce qui constitue un contraste saisissant. Dans sa jeunesse, il a participé à des activités qui mettaient l'accent sur la discipline et la structure, mais il avait aussi un côté têtu qui allait se révéler dans sa musique et dans sa vie publique. Son engagement précoce chez les scouts et dans la chorale lui a permis de développer un sens aigu de la discipline et un talent naturel pour le leadership. Ces expériences ont joué un rôle crucial dans la formation de son caractère. L'engagement précoce de Richard dans la musique et sa participation à des événements organisés n'ont pas seulement posé le cadre de sa future profession, mais ils illustrent également un paradoxe fascinant. La carrière de Richard a été couronnée de succès. Pendant qu'il participait au scoutisme et apprenait à comprendre la structure de la musique chorale, il développait également sa défiance naturelle et son désir d'indépendance. Il apprenait l'importance de travailler ensemble et d'être précis. À l'adolescence, Richards avait déjà commencé à explorer le monde du rock'n'roll, un monde très différent des environnements structurés qu'il avait connus pendant son enfance. Ses influences musicales comprennent le blues, le rock et le rhythm and blues, et il devient rapidement célèbre pour son énergie brute et sa technique de guitare particulière. Ses influences musicales couvrent un large éventail de genres. La carrière de Richards s'est construite sur une base unique en raison de son enfance, qui a été un exemple de discipline et de rébellion. Au cours de son développement en tant que musicien, il a acquis une variété de capacités et d'influences grâce à ses expériences en tant qu'enfant de chœur et scout. Ces expériences ont contribué à son développement artistique général. Le contraste entre son enfance réglée et le style de vie qu'il a mené en tant que star du rock plus tard dans sa vie met en lumière la complexité de sa personnalité ainsi que l'évolution de sa carrière musicale. Il existe un lien entre les efforts ultérieurs de Richard et ses premières expériences en matière de chant choral et de scoutisme. Ce lien se retrouve dans chacun de ses projets. Par exemple, Richards et ses amis membres de la communauté jamaïcaine Rastafari se sont réunis pour former un groupe connu sous le nom de Jamaica's Wingless Angels, les anges sans ailes de la Jamaïque. Depuis les années 1970, cette organisation s'est engagée activement dans le processus de découverte et de maintien des formes plus traditionnelles de la musique jamaïcaine. Un son clairsemé et répétitif, qui rappelle les premières expériences chorales de Richard, est créé par le groupe grâce à l'utilisation d'hymnes choraux classiques, de chants et de tambours nyabinghi. Cet effort reflète la manière dont ses premières expériences musicales ont continué à l'influencer tout au long de sa carrière, fusionnant son passé avec son présent d'une manière qui lui est propre. Nous ne pouvons ignorer l'interaction fascinante qui a existé entre Keith Richards et Mick Jagger tout au long de sa carrière. Bien que leur partenariat ait abouti à la création de certaines des musiques les plus remarquables de l'histoire du monde, leur relation a également été définie par d'énormes conflits et des disputes publiques. Le fait que l'interaction entre Jagger et Richard ait été une montagne russe d'accomplissements professionnels et de désaccords émotionnels reflète la nature complexe de leur coopération à long terme. Les Rolling Stones ont connu une période de trouble au milieu des années 1980, époque à laquelle ils ont connu leur premier grand désaccord public. En 1985, Jagger choisit de lancer sa carrière solo avec la sortie de l'album She's the Boss. Cette décision marque le début d'une série de désaccords. En raison de l'écart majeur par rapport au travail collectif du groupe que représentait l'entreprise solo, Richard n'a pas bien pris l'arrangement. La situation se détériore encore lorsque Jagger annonce qu'il ne participera pas à la tournée de l'album Dirty Work des Stones, qui sort en 1986. À la suite de cette décision, le groupe entre dans ce que Richards appellera plus tard la Troisième Guerre mondiale, une période marquée par d'énormes troubles internes et qui met à rude épreuve leur relation. Le deuxième album solo de Jagger, Primitive Cool, sorti en 1987, et l'effort solo de Richards, Talk is Cheap, sorti en 1988, ont contribué à creuser le fossé actuel. Alors que les membres des Rolling Stones menèrent des carrières séparées sans se soucier de la cohésion du groupe, ces albums semblaient indiquer que le groupe touchait à sa fin. Il y a eu une période où la tension entre Jagger et Richard a atteint un point d'ébullition, et il semblait que leur collaboration était sur le point de se dissoudre. En 1989, Jagger et Richard parviennent à résoudre leurs différends malgré les difficultés rencontrées. Dans le cadre de la tournée Steel Wheels, qui annonce le retour du groupe sur le devant de la scène et la reprise de leurs activités communes, ils se retrouvent et se produisent tous ensemble. D'un autre côté, le calme était précaire et n'a été que de courte durée.
Les interactions publiques et privées du groupe continuent d'être tendues avec de fréquentes prises de bec et des excuses tactiques qui sont devenues un élément essentiel de leurs interactions mutuelles. Dans ses mémoires, Life, publié en 2010, Richard donne un aperçu honnête de la relation tendue qu'ils partageaient. Dans ce livre, Richard révèle qu'il ne s'est pas rendu dans la loge de Jagger depuis des décennies. Il explique son absence par son malaise face à la présence de Jagger et suggère que ce dernier a développé un ego démesuré au cours de sa carrière. Dans ses mémoires, Jagger est décrit comme devenant de plus en plus intolérable, ce qui a ajouté de l'huile sur le feu des spéculations sur la nature de leur relation. Les commentaires de Richards à l'encontre de Jagger allaient au-delà de l'expression de ses griefs personnels. Dans son livre « Life », Richard explique comment le groupe a trouvé un moyen clandestin d'exprimer son mécontentement à l'égard de Jagger pendant la période où ils étaient ensemble. Selon Richard, les autres membres du groupe donnaient à Jagger des surnoms tels que Brenda ou Her Majesty afin de lui faire part de leur aversion tout en évitant une confrontation directe. Le surnom Brenda, en particulier, était utilisé pour désigner Jagger de manière péjorative. Cela permettait aux membres du groupe de faire des blagues sur lui-même lorsqu'il était physiquement présent. Cette méthode de communication, passive-agressive, a mis en lumière les désaccords de longue date qui existaient entre les deux icônes du rock. Par ailleurs, Keith Richards et Tom Waits entretiennent une bromance qui est de considérer comme l'une des plus fascinantes et des plus durables de l'histoire du rock'n'roll. Depuis le milieu des années 1980, ils ont formé un partenariat qui se définit par un respect mutuel, une camaraderie enjouée et un enthousiasme partagé pour la musique. Cette dévotion a donné lieu à un certain nombre de collaborations et d'anecdotes notables. C'est la sortie de l'album Rain Dogs The Waits en 1985 qui a servi de catalyseur au début de leur amitié. Keith Richards, bien connu pour son approche unique de la guitare et sa profonde appréciation d'un large éventail de styles musicaux, a participé au chant et à la guitare de quelques morceaux de cet album. Cette première collaboration a permis d'établir un partenariat musical durable entre les deux musiciens et de créer le cadre de leur amitié. Il était évident qu'ils avaient une relation harmonieuse dans le studio et leur connexion dépassait le cadre de leur rencontre professionnelle. Avec la sortie d'une interprétation de la chanson traditionnelle Shenandoah en 2013, Richards et Waits ont encore renforcé leur amitié l'un envers l'autre. Leur interprétation de la chanson, qui met en avant la voix grondante de Richard et le style unique de Waits, a démontré leur capacité à combiner leurs voix individuelles dans un morceau de musique fascinant et mémorable. Cette coopération a non seulement démontré la grande synergie musicale qu'ils possèdent, mais elle a également mis en lumière le profond respect et l'affection qu'ils ont l'un pour l'autre. Les méthodes hilarantes et irrévérencieuses avec lesquelles ils se reconnaissent mutuellement sont une autre manifestation du lien intime qu'ils partagent l'un avec l'autre. L'un des exemples les plus remarquables est un poème écrit par Waits, intitulé Keith Richards et rédigé de manière humoristique. Dans le contexte de ce poème, Waits fait une comparaison hilarante entre Richard et un télécopieur, fait une référence légère au fait que la couleur de son urine est bleue et compare Richard à une menthe religieuse dont l'oreille s'est placée entre ses jambes. Cette plaisanterie humoristique met en évidence la nature confortable et transparente de leur amitié, permettant un niveau d'irrévérence et de comédie qui ne peut être partagé que par des amis proches. Il y a eu des moments où leurs collaborations artistiques ne se sont pas déroulées sans heurts, malgré le fait qu'ils partagent un lien fort. Les deux individus ont tenté d'écrire des chansons ensemble pour l'album de Waits intitulé « Bad As Me ». Le fait que Richard crie constamment « Scrib » en pointant Waits du doigt a donné lieu à un épisode humoristique qui s'est déroulé au moment où ils travaillaient à l'écriture de chansons ensemble. Après un bref moment de réflexion, Waits s'est rendu compte que Richard ne demandait pas les services d'un scribe, mais qu'il suggérait à Waits d'enregistrer la musique improvisée qu'ils étaient en train de créer. Cet épisode a mis en lumière le fait que leurs interactions étaient généralement créatives, même si elles étaient parfois chaotiques. En outre, Richards a fourni des parties de guitare sur quelques morceaux de l'album, bien qu'il n'ait pas reçu de crédit de coécriture pour l'album. Non seulement la première chanson, Satisfied, reconnaît l'impact et la présence de Richards et de Mick Jagger dans l'univers musical de Waits, mais elle fait également référence à chacun d'entre eux. Cela finira par être un secret bien gardé. Keith Richards a acheté une magnifique Bentley S3 Continental Flying Spur en 1965. Il a donné à ce véhicule le nom attachant de Blue Lena, en l'honneur de la célèbre chanteuse de jazz Lena Horne. Cette automobile est devenue bien plus qu'un simple moyen de transport. Elle commence à être perçue comme une représentation de la nature provocatrice de Richard et du mode de vie dispendieux qui accompagne le succès dans l'industrie du rock and roll. Richards voulait faire une déclaration avec sa Bentley S3 Continental Flying Spur qui est réputée pour son apparence aérodynamique et ses performances puissantes.
Le nom de Blue Lena témoigne à la fois de son appréciation du jazz et de son propre sens du style. Pendant plus d'une décennie, l'automobile a servi non seulement à représenter l'aisance, mais aussi à témoigner d'un grand nombre d'erreurs et d'aventures de Richard. L'année 1967 a été marquée par l'un des incidents les plus tristement célèbres impliquant Blue Lena, qui s'est produit après une prise d'héroïne très médiatisée qui a entraîné des problèmes juridiques pour Richard. Richard décide de s'embarquer pour un voyage dramatique à travers l'Europe avec l'intention d'arriver à Marrakech au Maroc afin d'échapper à la frénésie des médias et à la pression du système judiciaire. Ce voyage n'est pas seulement un moyen d'évasion pour lui, mais il marque aussi le début de sa relation avec Anita Pallenberg, qui est un personnage important dans sa vie personnelle et dans l'histoire des Rolling Stones. La banquette arrière de la Blue Lena a été le théâtre de l'épanouissement de cette idylle qui a contribué à l'histoire illustre de la voiture. La Blue Lena a été impliquée dans une collision avec un arbre en 1976, ce qui a rendu l'histoire de l'automobile encore plus tragique. Richard s'était endormi au volant du véhicule. L'impact important qu'a subi le nez de Richard a laissé une empreinte sur le tableau de bord. Le style de vie insouciant de la star du rock et les implications de son existence chaotique sont mises en évidence par l'accident, qui sert de rappel vivant de ces deux éléments. Malgré ses blessures, Blue Lena reste présente dans la vie de Richard pendant quelques années encore. En 1978, Richard décide de se séparer de Blue Lena et la voiture change de propriétaire à plusieurs reprises. Bien que chaque nouveau propriétaire écrive son propre chapitre de l'histoire de la voiture, le lien entre la voiture et Richard reste un élément important de ses caractéristiques. Selon Bonhams, une maison de vente aux enchères réputée pour gérer les ventes de voitures de prestige, la Bentley entièrement restaurée a été mise aux enchères en 2015. Selon les Bonhams, Blue Lena n'est pas seulement une voiture de luxe, c'est aussi une voiture qui a fait partie du passé illustre des Rolling Stones. Reflétant le style de vie effréné de Richards et de ses coéquipiers, elle aurait transporté le groupe à de nombreux concerts, fêtes et autres excursions. La Blue Lena est une voiture que Richards a lui-même définie comme étant conçue pour être conduite rapidement tout au long de la nuit. On peut dire que cette phrase résume l'essentiel de son approche de la vie et de la conduite. Du point de vue de Richard, la possession d'une automobile aussi rare et luxueuse était un acte de défiance à l'égard des normes et des attentes de la société. C'est une déclaration contre l'ordre établi, une manifestation de sa détermination à vivre en marge et à rejeter les normes considérées comme conventionnelles. Le fait que Richard possède la Blue Lena n'est pas qu'un simple symbole de sa richesse. Elle incarne à la fois sa personnalité et la philosophie rock'n'roll à laquelle il adhère. La Bentley n'est pas une voiture dans laquelle il est né. C'est plutôt un signe de sa propre création et de sa résistance aux contraintes imposées par les attentes de la société. Au cours du mois d'avril 1971, Keith Richards a réussi à obtenir la location d'une villa luxueuse et traditionnellement mal vue, la Villa Nelcote, située sur la Côte d'Azur. Au départ, les Rolling Stones avaient l'intention d'enregistrer leur album phare Exile en Main Street dans une ferme des collines françaises. Cependant, ils ont finalement décidé d'opter pour la villa comme plan de secours. Après l'échec de leur recherche d'une ferme appropriée, Richards a été chargé de trouver un autre lieu acceptable pour l'événement. La Villa Nelcote, avec son long passé mouvementé, s'est avérée être l'option idéale, même si on ne s'y attendait pas. La Villa Nelcote n'était pas un lieu d'enregistrement typique, loin s'en faut. Pendant l'occupation de la France par l'Allemagne au cours de la Seconde Guerre mondiale, le domaine a connu une histoire mouvementée car il a servi de quartier général à la dictature nazie. Richard et ses coéquipiers ont découvert des vestiges de cette horrible histoire, comme des croix gammées encore visibles dans le sous-sol. Pendant que les Rolling Stones installaient leur studio d'enregistrement improvisé, l'histoire glaçante de la maison a ajouté une profondeur inquiétante à l'ambiance. En combinant des éléments d'une zone de coulisses avec le chaos d'une chambre d'hôtel quelque peu abandonnée, la propriété a été transformée en un lieu d'enregistrement peu orthodoxe. Une atmosphère aussi chaotique qu'inspirante a été créée grâce au mélange du passé trouble de la Villa Nelcote, de l'afflux constant de trafiquants de drogue, de marginaux et de visiteurs célèbres et de la confluence de ces facteurs. La chaleur étouffante, les murs ruisselants et la circulation d'air inadéquate dans le sous-sol de la villa ont contribué à l'atmosphère déjà particulière du bâtiment, qui a été encore intensifiée par les circonstances physiques. Sur Main Street, le son de l'exil a été considérablement influencé par cette atmosphère unique qui a joué un rôle important. De nombreuses personnes ont qualifié l'album, publié en 1972, de marécageux. Cela reflète les conditions d'enregistrement uniques qui régnaient à la Villa Nelcote. En raison de sa sonorité brute et grinçante, l'album est devenu l'une des œuvres les plus acclamées des Rolling Stones. Il est célébré pour son mélange de rock, de blues et de soul en raison de son style musical unique.
Malgré les éloges que le disque a reçus, la Villa Nelcott n'est pas un lieu particulièrement apprécié des fans des Rolling Stones. Il est difficile d'accéder à la propriété en raison de sa situation isolée sur la Côte d'Azur, et le propriétaire actuel ne fait pas d'efforts pour être particulièrement accueillant avec les invités. Pour cette raison, la propriété reste un lieu méconnu dans l'histoire du rock'n'roll, bien qu'elle ait largement contribué à l'un des albums les plus mémorables des Stones. Keith Richards, connu pour ses tenues vestimentaires colorées et variées, a longtemps fasciné le public avec ses manteaux osés, ses écharpes flottantes et ses accessoires étonnants. Son sens de la mode, en revanche, n'est pas aussi autodidacte qu'on pourrait le croire. Selon le Télégraphe, l'apparence caractéristique de Richard repose sur une approche beaucoup moins compliquée qu'on pourrait le croire. Il n'est pas rare qu'il emprunte des vêtements aux femmes de sa vie. Le célèbre musicien, dont les vêtements variés ont inspiré le costume emblématique du capitaine Jack Sparrow de Johnny Depp dans la série Pirates des Caraïbes, est connu pour piller régulièrement les placards de sa femme Patty Hanson ainsi que de ses enfants Alexandra et Theodora Richard. Ce dernier a déclaré que la majorité de sa garde-robe était composée d'articles qu'il avait empruntés à des membres de sa famille. Monsieur Richard insiste sur le fait qu'il ne conçoit pas délibérément un costume, mais qu'il porte simplement ce qu'il aime porter la plupart du temps, même si ses ensembles attirent l'attention. Alexandra, sa fille, a fourni des preuves à l'appui de cette affirmation, déclarant que son père possède une capacité remarquable à porter presque n'importe quoi, même ses propres vêtements ou même les pantalons de sa mère, tout en paraissant à la mode et authentique. Cette polyvalence vestimentaire est le reflet de l'approche plus globale de Richard quant à sa présence publique, qui est un mélange sans effort de confort personnel et de flair. Il est remarquable que le sens du style de Richard ne soit pas simplement le prolongement de ses préférences personnelles, mais qu'il soit aussi le reflet de la philosophie du rock'n'roll à laquelle il adhère. Sa capacité à intégrer facilement des vêtements féminins dans sa garde-robe témoigne de la fluidité avec laquelle il aborde à la fois son sens du style et sa personnalité. Grâce à sa propension à mélanger et à combiner des articles provenant des placards de sa famille, il a développé un look à la fois inoubliable et original qui est devenu une caractéristique déterminante de son image publique. Richard n'a jamais eu l'habitude d'échanger ses tenues avec Mick Jagger, son compagnon de longue date et compagnon de route des Rolling Stones. Pourtant, Richards a toujours été connu pour son goût pour la mode. En revanche, il existe une exception notable dans les années 1970, lorsque tout le groupe portait des manteaux très identiques les uns aux autres. Richard a raconté une anecdote survenue pendant cette période de mode partagée. Il portait une veste qu'il avait empruntée, ce qui a donné lieu à un résultat imprévu. À sa grande surprise, il ignorait que l'une des poches de la veste contenait des substances interdites. En raison de cette malencontreuse confusion, Richards a été arrêté et contraint d'assumer la responsabilité des stupéfiants. Cet exemple illustre les problèmes imprévus qui peuvent survenir à la suite d'une garde-robe commune. Sa vie est une fascinante tapisserie de survie et de résilience qui témoigne de son caractère. La vie de Richard est caractérisée par une série de mésaventures et d'accidents évités de justesse qui semblent avoir été écrits spécialement pour un héros d'action. Richard continue de défier les probabilités, donnant l'impression que son existence n'est rien de moins que miraculeuse. Et ce, malgré les dangers extrêmes qu'il a rencontrés. Dès ses débuts, Richards a connu une existence troublée, remplie de situations qui ont mis sa vie en danger. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une roquette nazie, F1, a frappé l'endroit où Keith Richards était censé faire la sieste. Cela s'est produit pendant les bombardements qui ont eu lieu à Londres. Par chance, Richards et sa mère avaient déjà quitté les lieux, survivant de justesse à la destruction. C'est un premier signe de l'étonnante capacité du guitariste à éviter des événements potentiellement mortels. Et cet incident est l'un d'entre eux. Richard a également frôlé le danger en 1965 alors qu'il jouait sur scène. Au cours d'un concert, son microphone connaît une défaillance qui provoque une décharge électrique. Les cordes de sa guitare s'enflamment et il perd connaissance. Cet incident a non seulement mis sa santé en péril, mais il a également mis en lumière la nature précaire des concerts de rock. Au début des années 1970, Richard s'est confronté à un nombre croissant de dangers. En 1971, alors qu'il fumait dans son lit, il s'endormit accidentellement, ce qui fut pour lui une expérience terrifiante. Le matelas prend feu à cause de la cigarette, ce qui met Richard et sa compagne, Anita Pallenberg, en danger d'être retirés de la situation. Bien qu'ils aient tous deux réussi à s'en sortir sans souffrir de blessures importantes, l'incident a mis en lumière les risques associés au style de vie rock'n'roll de Richard. En 1973, la résidence de Richard, connue sous le nom de Redlands, est la proie des flammes, ce qui constitue une nouvelle catastrophe. Cet épisode s'ajoute à sa longue série de catastrophes, bien qu'il ait juré qu'une souris rongeuse était à l'origine de ce malheureux événement.
Un autre épisode grave impliquant des drogues se produit dans les années 1970 et le mystère entourant l'incendie n'est qu'une note de bas de page dans la vie turbulente de Richard qui comprend d'autres incidents. Lorsque Richard a été empoisonné par des pilules contenant de la strychnine, il a vécu l'une des expériences les plus traumatisantes de toute sa vie. Au cours des dernières années, Richards a continué à avoir des malheurs, bien que dans des situations plus banales. En 1998, il se blesse gravement en attrapant un livre dans sa bibliothèque. La glissade s'est soldée par plusieurs côtes cassées lorsque de lourds livres lui sont tombés dessus, rappelant brutalement que même les légendes du rock sont exposées à des accidents banals. L'un des épisodes les plus dramatiques s'est produit en 2006 lorsque Richards est tombé d'un palmier alors qu'il était en vacances aux Fidji et qu'il tentait de ramasser des noix de coco. La chute s'est soldée par une grave fracture du crâne qui a nécessité une opération du cerveau. Cet incident a eu des conséquences durables sur la santé de Richard et a marqué un tournant dans sa vie. Que pensez-vous de ces faits peu connus sur Keith Richards? Laissez-nous vos commentaires dans la section ci-dessous. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de laisser un like, de partager et de vous abonner à la chaîne si vous l'avez aimé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans les prochaines vidéos